particulièrement également en Guinée équatoriale. Donc ça, c'est la question centrale de notre débat. Donc, nous allons commencer par, bien sûr, la compréhension des concepts. Et le premier concept qu'on voudra comprendre, c'est le concept de transition verte, croissance, des concepts de transition verte, croissance verte, investissement durable. Donc, qu'est-ce qu'on entend par euh, investissement vert? Qu'est-ce que cela regroupe? Quelles en sont les caractéristiques? La question est adressée à Madame le directeur Daniel Boundoukou. Merci, madame. Je vous remercie je remercie d'abord One Africa pour l'occasion qui nous est donnée de présenter le marché financier de l'Afrique centrale dans l'un des volets les plus novateurs que nous avons eu le plaisir de mettre en place. La finance verte aujourd'hui en Afrique centrale est une émanation de la décision, de la vision des chefs d'État de la CEMAC qui ont voulu disposer d'un accès à des ressources financières abondantes au service de leur émergence. Comme vous le savez, cette problématique de la durabilité et des investissements verts sont d'actualité et sont au centre des intérêts donc de nos États, avec notamment les problématiques du bassin du Congo. En effet, les 6 États que constituent, 5 parmi les 6 États que constitue la CEMAC sont recouverts de forêts, dont la Guinée équatoriale, bien sûr, le Gabon, le Congo, le Cameroun, la Centrafrique aussi. Ces États ont besoin un peu de s'arrimer à ce qui se passe au niveau international en termes de transition, transformation des économies afin qu'elles soient en fait plus au fait des changements climatiques qui peuvent affecter bien sûr nos littorales à nous en Afrique centrale, qui peuvent affecter, vous savez, nos habitats avec la pluviométrie en fait qui est de plus en plus importante et un peu déréglée dans nos États. Prendre en considération ces phénomènes de bouleversement climatique nécessite bien sûr une adaptation aussi au niveau financier. Il faut que nos États se dotent des moyens financiers pour faire face à ces bouleversements climatiques et environnementaux. Merci, madame. Merci beaucoup, Madame le directeur. Merci vraiment d'avoir planté ce décor. Vous avez parlé des bouleversements climatiques et vraiment de l'urgence à la transition verte. Mais est-ce qu'on a l'impression que dans notre environnement, la zone CEMAC, est-ce qu'on a l'impression ou est-ce que cette transition verte est vraiment, entre guillemets, entre côtes urgente ou bien est classée comme un objectif prioritaire par nos États et dans l'affirmative ou même dans la négative, est-ce que même les habitants de la zone CEMAC sont conscients de l'importance en fait de cette transition verte? La question est adressée à Monsieur le Président Raphaël Tourny. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Euh, je suis très heureux de retrouver Daniel et d'autres visages que je ne connais pas, mais tout aussi enchanté de vous rencontrer. Voilà, euh, je crois que Madame Daniel a tout dit en posant sur la table la question des définitions, n'est-ce pas? Euh, qu'est-ce qu'on doit entendre de l'économie verte? Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le financement, il faut aussi, au niveau de l'Afrique centrale, le voir de manière plus générale. Il se trouve que nous sommes dans une zone qui, effectivement, n'est pas très familiarisée aux questions de financement par le marché financier. Je le dis parce que les chiffres sont évidemment Je ne... témoignent évidemment le pourcentage par rapport au PIB actuellement. Donc, du coup, il est difficile de, de parler de manière très, très directe de cette question. En tout cas,
Je ne sais pas si c'est seulement moi, mais j'avoue que j'ai du mal à vous recevoir, Président. Nous pensons que les entreprises, pourquoi? Je vais, je vais essayer de mettre mon téléphone. Là, vous m'entendez? Oui, là, à nouveau, je Vous vous reçois. Merci, Président. voilà. Non. Il y a des petits problèmes parce qu'en fait, je suis en train de partager le, le téléphone avec mon ordinateur afin que je vous écoute. Mais le problème, c'est qu'il y a de temps en temps des gens qui appellent et donc, du coup, ça coupe. Alors, j'essaie d'éteindre rapidement. Pour ne pas perdre le fil de mes idées, je crois, et pour être court, je suis persuadé que sans aller trop loin et sans faire beaucoup de théorie, les États doivent s'impliquer au niveau au niveau de la, comment dirais-je, de la mobilisation des acteurs de marché afin que ce marché soit un marché réel. Je le dis parce que, vous savez, à l'issue de la conférence des chefs d'État, il était question que trois de nos États, enfin, chaque État de la sous-région choisisse trois entreprises pilotes. Vous m'entendez toujours? Et sur la base de ces trois entreprises, on allait avoir quelque chose comme 18 entreprises. Et ça allait donner à l'activité de marché quelque chose de plus visible. Or, aujourd'hui, d'après les informations que j'ai, il n'y a que la Guinée équatoriale qui a envoyé la liste et une des entreprises, il s'agit de Banque, qui est déjà cotée en bourse. Donc, je crois que cet effort doit se continuer. Je disais aussi pour les PME, vous m'entendez, les petites et moyennes entreprises, qui est votre première préoccupation. Je disais que la définition des PME, à mon avis, à mon sens, est mal orientée. Parce qu'on ne peut pas considérer qu'une PME aujourd'hui, c'est par rapport au chiffre d'affaires qu'on va, on va la définir. On parle de 500 millions. Moi, je pense que c'est par rapport aux actifs. À partir du moment où nous avons un pied de bilan qui dépasse, pour moi, 2 milliards, on doit considérer que ces entreprises doivent être converties en sociétés anonymes afin qu'ils puissent participer au marché, quel que soit le montant qu'ils demandent. Mais cela reste à définir. Et les États peuvent ici participer de manière directe en imposant les petites entreprises qui sont sous forme de sociétés à responsabilité limitée de passer en société anonyme à partir du moment où ils ont un pied de bilan, mettons même 20 milliards par exemple. Je donne un exemple. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que, comme vous le savez, notre tissu industriel, notre tissu des entreprises est composé majoritairement de petites, enfin, des entreprises de type familial. Or, ces entreprises ne peuvent pas intervenir à la bourse que par par le compartiment obligataire. Pour l'instant, ils ne peuvent pas aller sur le compartiment action parce qu'ils ne sont pas constitués sous forme de société anonyme. Donc, je crois que l'État ici doit intervenir. L'État doit aussi intervenir, à mon sens, de faire en sorte que la profession de commissaire aux comptes devienne une véritable profession dans tous les pays, notamment en Guinée équatoriale. On ne doit pas prendre de petits. Il faut vraiment considérer que toutes les entreprises qui veulent avoir le nom d'entreprise puissent avoir au moins les les big five comme commissaire au compte. Parce que c'est comme ça, je dis big five, mais ça peut être big ten. Mais en tout cas, les 10 premiers commissaires aux comptes qui sont, dont on est certain que les bilans et les comptes et résultats, les états financiers qu'ils vont présenter sont véritablement des états financiers sérieux. Je crois que quand je dis tout ça, vous avez compris ma lecture, c'est qu'il y a peu de transparence dans la gestion des entreprises de petite taille parce qu'ils sont constitués sous forme familiale. Et or, l'entreprise ne peut pas aller sur le marché, comme on l'a vu tout à l'heure, si elle n'a pas les mécanismes nécessaires pour avoir un contrôle interne, pour avoir une gouvernance moderne. Deuxièmement, il faut que l'État intervienne pour fixer, à mon sens, le, le niveau. Et puis, voilà, avec ça, sinon je vais déborder comme d'habitude. Et Daniel, si elle ne m'arrête pas, vous risquez de m'écouter tout le temps. Mais Non, vous êtes sur la bonne lancée, Président. je crois que nous sommes sur la bonne idée. Merci beaucoup, L'idée, effectivement, Président. madame, c'est de mobiliser. Je vous OK. en prie. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup, Président, parce que voilà, vous avez
embrayer sur le financement des PME, financement de PME et leur accès au marché financier. Vous avez également relevé le fait que notre marché financier est peu dynamique et que l'État a une grosse part de responsabilité et les États, je veux dire, et si les États réussissent à mener à la toutes les entreprises qui avaient été proposées par eux-mêmes, à ce moment, quand même, ça permet d'avoir un tissu, on va dire, assez dense pour permettre au marché financier d'être plus dynamique. Et donc là-dessus, on va s'attarder un peu sur les PME, parce que vous l'avez dit, les PME constituent, on va dire, la plus grosse part ou bien le socle, en fait, du PIB dans nos pays, dans les pays de la zone CEMAC. Mais comme on le sait, sur la place boursière, il n'y a pas encore de PME cotées, donc dans le compartiment des PME. La question, c'est quels sont, d'après vous, les obstacles que rencontrent donc les PME? Déjà, est-ce qu'elles rencontrent les obstacles ou alors est-ce que c'est une question de volonté ou alors une question d'éducation financière? Et une fois qu'on sait quels sont donc les obstacles ou les challenges qu'ont les PME pour accéder au marché financier, quelles sont les solutions qui sont proposées pour qu'elles puissent donc accéder au marché financier et au financement offert par ce marché? Et là, la question est adressée à Monsieur l'administrateur directeur général de FEDEN Capital, Monsieur Cissé Kouo-Eugène. Merci Valérie pour la parole. Une fois de plus, bonjour à tout le monde. Et merci une fois de plus pour l'initiative qui a été prise par la COSUMAF et le One Africa Forum. Donc, rapidement, peut-être pour répondre à la problématique, effectivement, le sujet de la PME est un sujet assez profond pour ce qui est de la zone CEMAC dans la globalité. La plupart de nos économies est constituée à hauteur Est-ce que, monsieur l'administrateur, de plus de peut augmenter 90% un peu? par les Ouais. PME. Donc, le sujet aujourd'hui en Guinée équatoriale est également valable au Cameroun, au Gabon et partout ailleurs. Il faut comprendre également que les États ont pris des dispositions pour faire coter ces PME au niveau de la Bourse des valeurs mobilières. Peut-être pour rappel, hein, très rapidement d'ailleurs, les conditions d'admission à ce compartiment, pour juste les rappeler hein, pour le compte de nos auditeurs, il faut être défini, bien entendu, sous forme de personne morale, société sous forme de personne morale, comme on disait tantôt. Il faudrait qu'à peu près 20% du capital soit introduit en bourse. Il faut une certaine capitalisation boursière, je pense minimale de 10 milliards à peu près. Et il y a bien entendu d'autres critères, notamment de fonds propres minimum, de chiffre d'affaires réalisé, etc. Je pense que lors d'une de nos sessions qu'on a également tenues, hein, toujours dans le cadre de cet échange-là avec certains auditeurs, on a fait part du mandat que nous avons reçu du ministre des Finances du Cameroun, donc, qui est notamment de travailler sur euh, sur la question de savoir pour qu'est-ce qui bloque aujourd'hui certaines entreprises et aller en bourse. Et quand on parle d'entreprise, bien entendu, on fait référence aux PME ainsi qu'aux grandes entreprises. Quel est le principal blocage? Donc, depuis à peu près 2 à 3 mois, on réfléchit donc sur cette problématique-là. Nous sommes quasiment au terme de notre étude. Et je dis une fois de plus, l'étude qu'on est en train de faire pour le compte du Cameroun est également valable pour la Guinée équatoriale. Le principal blocage, en tout cas, qui revient tout le temps, à la suite des échanges que nous avons avec plusieurs interlocuteurs, d'ailleurs, on a échangé avec la COSUMAF, on a échangé avec certains bailleurs de fonds, on a échangé avec des PME, beaucoup plus des PME, on a échangé avec des grandes entreprises, on a fait des déplacements à la bourse de Casablanca, etc. On a échangé avec la bourse de Rwanda. Je pense que quasiment tous sont passés par la même problématique. Et le problème qui revient tout le temps, c'est un problème
je dirais, au-delà même de la culture financière, le sujet qui revient, c'est que les entreprises sont constituées sous forme d'entreprises familiales. Et généralement, vu qu'elles sont constituées sous forme d'entreprises familiales, elles ont du mal à lâcher une partie du capital. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous voyez ces chefs d'entreprise qui ont passé 10, 15 ans, 20 ans, 25 ans à construire leur entreprise, aujourd'hui, venir leur dire de mettre 10%, 15%, 20% au niveau de la bourse, c'est un peu problématique pour ces chefs d'entreprise-là. Donc, principalement, c'est un sujet de culture. Euh, Deuxièmement, je pourrais peut-être assimiler le premier au deuxième, c'est-à-dire culture, mais en même temps également éducation financière. Parce que euh, vous pouvez être cultivé dans un domaine, mais si vous n'avez pas assez de bagages intellectuels pour ce qui est de la culture financière, bien entendu, vous n'allez pas pouvoir associer les deux éléments. Donc, les deux éléments vont de pair. Euh, Troisièmement, beaucoup de personnes parlent du sujet fiscal. Oui, c'est véritablement une problématique. Le sujet fiscal en lui, à quel est le véritable le problème, c'est vous avez beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui décident donc de vouloir faire le pas, c'est-à-dire d'aller se faire coter. Mais sauf que en entrant à la bourse, vous êtes, entre guillemets, extrêmement transparent. Donc, il y aura des études qui seront faites, ou bien, plutôt pas les études, je veux dire des contrôles, pardon, des contrôles qui seront faits sur les états financiers à venir et les états financiers existants. OK? Donc, la plupart des échanges que nous avons avec ces interlocuteurs demandent notamment une amnistie fiscale. C'est-à-dire que s'ils rentrent en bourse, il ne faudrait pas qu'on revienne sur les comptes des années antérieures. Ça, c'est un véritable challenge. Donc, le rapport est en train d'être rédigé pour demander au ministre des Finances, notamment, d'accorder une amnistie fiscale pour les entreprises qui opteraient d'aller se faire financer, par exemple, à la BVMAC. Et ça, bien entendu, c'est au bénéfice hein, des PME qu'ainsi qu'aux grandes entreprises. Donc, voilà véritablement les problématiques qui reviennent. Problématiques de, de, de culture financière, d'éducation financière, problématiques, bien entendu, fiscales, et bien entendu d'autres. Mais ce que je viens de citer là, c'est les principaux blocages, en tout cas pour ces entreprises, à se faire lister. Donc, voilà un peu ce que je tenais à dire, notamment pour les principaux points qu'il faudra premièrement lever avant de permettre à ces entreprises-là d'aller se faire lister. Les perspectives, bien entendu, il y a de très grandes perspectives, hein, notamment, je veux dire, une entreprise qui se financerait par la bourse bénéficierait notamment d'une très grande volumétrie, pour ce qui est bien entendu des montants levés, à la différence d'un financement bancaire qui généralement est limitatif et qui, limitatif par le volume, mais limitatif également par la maturité. Parce qu'il y a des banques généralement qui, dans le cas du respect du ratio de transformation à long terme, ne peuvent pas aller notamment pour des financements au-delà de 5 ans. Et quand bien même elles le feraient, il y a pas mal d'alchimie derrière. Il faut prendre des comptes garantis, etc., qui, à la fin, renchérissent le coût d'investissement. Donc, passer au niveau de la bourse vous permet en réalité, un, d'étaler le coût d'investissement sur la maturité requise. C'est-à-dire que si vous venez sur la bourse, vous faites une levée de fonds de 10 ans, le coût de sortie, en fait, vous l'étalez sur 10 ans. OK? Vous l'étalez sur 10 ans. Vous parvenez à lever plus de capitaux. Quand on parle, par exemple, de la Guinée équatoriale, je pense que la Guinée équatoriale, sauf erreur de ma part, est dotée de 5 banques. OK? Est dotée de 5 banques. Et ces 5 banques, ça, je peux encore vérifier mes notes. Je pense qu'en termes de total bilan, euh, on est à peu près dans les 1780 milliards, etc. Euh, Quand vous prenez le total bilan, regardez également le taux de sinistralité. C'est-à-dire que vous donnez de l'argent à une structure, il faut également mesurer si vous voulez, la capacité de remboursement de ces structures. C'est-à-dire que si sur les 1700 milliards, ça, c'est le total bilan. On ne va pas bien entendu donner le total bilan à toutes les structures, mais on va prendre une portion pour pouvoir financer l'économie. Sur la partie
octroyés donc, pour financer l'économie, vous avez quasiment 33%, je veux dire, de taux de faillite. C'est extrêmement costaud. Donc, au niveau de la banque, il y aura un certain blocage à financer. Là, j'essaie de faire un lien avec le sujet de la transition verte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un acteur qui est porteur d'un projet vert, quand bien même il irait auprès de la banque, il aura du mal à mobiliser ce cash-là. Parce que la banque, dans son schéma, sait qu'il y a une probabilité d'échec à hauteur de 33% si jamais elle venait à financer. Donc, généralement, ce que les banquiers font, c'est qu'on vous demande des garanties, ça renchérit le coût de financement et tout ce qui va avec. Donc, voilà un peu globalement ce que je tenais à dire sur ces différents points. Merci beaucoup, DG. Merci beaucoup. Donc, on a compris qu'il y a trois obstacles ou challenges pour les PME qui veulent accéder à la place boursière. Point un, c'est la culture d'entreprise. En deux, c'est le fait que la culture, on va dire la culture financière. Point deux, c'est le fait qu'elles sont en général constituées comme entreprises familiales et donc l'envie d'ouvrir une partie de son capital au tiers, voilà, n'est pas très présente. Et puis le point 3, c'est le sujet fiscal et donc qui est une vraie problématique pour les entités puisque en ayant accès à la bourse, elles ont une obligation de transparence. Donc, peut-être c'est sur ce point que je voudrais un peu rebondir pour la prochaine question au président Bilogo pour demander la transparence. La transparence, comment, quel est le contenu, quel contenu vous donneriez à ce concept pour une PME? Qu'est-ce que cela requiert? Est-ce que, en termes de mise en œuvre de la transparence, qu'est-ce que cela coûte à une PME? Est-ce qu'on peut faire un peu un exposé de coûts-avantages pour dire aux PME qu'elles gagnent à être transparentes? Et donc, au niveau fiscal, oui, déjà parlé de la messie fiscale pour ceux qui auront accès à la bourse, mais est-ce que globalement, même dans notre environnement, est-ce que le sujet, le poids fiscal pour nos entreprises peut être vraiment un frein pour leur transparence? Vous vous adressez à moi, madame, n'est-ce pas? Oui, je pense notre ami Eugène a bien identifié les défis qui s'imposent aujourd'hui aux PME. Euh, et je souscris totalement aux idées, sauf que pour la question d'amnistie, c'est une question qui s'est déjà posée en Guinée équatoriale. Et le Fonds monétaire international était très opposé à cette idée, en ce sens qu'il considérait que c'était une prime à au non-paiement de l'impôt. Donc, du coup, il voulait quand même marquer, on a tourné la question dans tous les sens, mais en tout état de cause, enfin, en tout cas, nous n'avons pas trouvé un moyen de discuter avec le Fonds sur le sujet, mais je pense que, il faudrait revenir parce qu'il y a un vrai problème j'allais dire, de désobéissance fiscale dans nos pays. Ça n'est pas uniquement pour la Guinée équatoriale. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi moi je paye alors que le voisin ne le fait pas? Donc, c'est vraiment cette mécanique que l'État doit installer. Au jour d'aujourd'hui, la Guinée équatoriale, dans sa nouvelle fiscalité, dans le nouveau code des impôts, a réduit l'impôt, l'IS, l'impôt sur les sociétés, de 35% à 25%, euh, avec l'idée on puisse augmenter la base d'imposition. Je ne sais pas si cette mesure-là va être efficace, mais en tout cas, c'est déjà un signe de la part du gouvernement d'essayer d'attirer, d'avoir une fiscalité plus attractive. Maintenant, dans le contexte général, comme je le disais tout à l'heure, il faut des propositions claires au niveau sur les questions de transparence. Je pense que c'est une culture nationale de ne pas être transparent. En fait, les gens, j'ai l'impression que
il faut faire une analyse approfondie parce que tout ce qu'on peut dire, ça peut ne pas être scientifiquement facile à démontrer. L'idée, c'est d'expliquer, expliquer, même pour les grandes entreprises. Cette culture de transparence est importante. Vous voyez, je le disais dans notre offre, il faut que les entreprises, les grandes comme les petites, sachent qu'il y a des standards dont on ne peut pas se passer. Il y a le propriétaire, il y a l'administrateur, ensuite il y a le dirigeant. Et c'est dans cet ordre-là, conformément à l'OHADA, que l'on doit faire les choses. La première, c'est je suis propriétaire, qu'est-ce que j'attends de l'entreprise? J'attends les dividendes. J'attends les dividendes, ça veut dire donc qu'il faut que mon entreprise soit rentable. Je vais confier à un conseil d'administration la responsabilité et les pouvoirs les plus élargis pour pouvoir gérer cette entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ce sont les propriétaires qui nomment les administrateurs. Une fois que cela est fait, on passe aux administrateurs qui se réunissent pour nommer un président de conseil d'administration, ou du moins pour le désigner. Ensuite, ils se réunissent à nouveau pour nommer les directeurs généraux. Or, dans la plupart de nos pays, et particulièrement le nôtre, très souvent, le directeur général est nommé par décret. Et si le directeur général est nommé par décret, ça veut dire automatiquement qu'il va rendre compte à celui qui l'a nommé par décret. Et donc, il va se passer du conseil d'administration et parfois même des propriétaires. Il considère à la limite que l'entreprise est à lui, puisqu'il n'a pas de compte à rendre. Donc, il faut que ce mécanisme qui s'est instauré au niveau des grandes entreprises et qui de plus en plus dans les petites entreprises, parce que dans les petites entreprises, le directeur général très souvent est issu de la famille. Vous voyez, et la famille des propriétaires. Donc, il considère qu'au moment où il gère son entreprise. Il n'a pas de compte à rendre. Et puis, si vous avez des structures d'entreprises qui sont des sociétés à responsabilité limitée, vous savez, dans une société à responsabilité limitée, il n'y a pas de conseil d'administration. Il y a le gérant et une assemblée générale. Et c'est le gérant qui va ensuite présider l'organe qui est censé prendre les décisions. Du coup, pour casser ça, et vous avez raison, monsieur Eugène, et il est, à mon avis, indispensable que l'État intervienne. Je disais que l'État doit intervenir pour imposer une règle qui peut-être n'existe pas ailleurs. D'ailleurs, OHADA le dit, qu'à un moment donné, s'il y a certaines règles qui ne sont pas adaptées à notre environnement, on autorise à ce qu'on soit. C'est pour ça que je vous disais que dans ces cas-là, il faut fixer un niveau maximum, enfin minimum d'actifs de total des bilans, comme on disait tout à l'heure, qu'à partir du moment où on atteint ce total des bilans, on doit se transformer en société anonyme. Et dans une société anonyme, vous avez toutes les mesures qui permettent une bonne gouvernance. Et il faut les mettre. L'État doit exiger, c'est-à-dire avec ses moyens, quand je dis l'État, doit exiger à ce que toutes les mesures qui sont prises dans une société anonyme soient prises. Il faut un conseil d'administration, comme je viens de le dire, un conseil d'administration qui a des organes spécialisés, un comité d'audit, un comité de gouvernance, un comité tous les comités qu'un conseil d'administration doit avoir, et un directeur général qui rencontre au conseil d'administration. Et des directeurs généraux qui ne sont pas des personnes permanentes, qu'on lui donne un contrat précis, un contrat de mandat, afin qu'il sache que je suis là pour un mandat et que une fois que mon mandat est terminé, je vais ailleurs. Et puis, qui ne peut pas se servir parce que les questions d'alerte, comme je vous disais tout à l'heure, il faut les Big Ten. Parce que les Big Ten savent ce que c'est que l'alerte en cas de difficulté. Donc, vous voyez, le chantier est grand, mais chacun doit faire vraiment un effort. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai tendance à le dire, la Chine n'a pas choisi le capitalisme étatique par hasard. En fait, ils ont commencé à former les futurs entrepreneurs. Et ils les ont formés pour que n'importe quel dirigeant chinois sait ce que c'est que la bourse, puisque ces entreprises cotisent même à la bourse de Hong Kong. Comment une entreprise qui travaille dans un système étatique peut-elle se lister à la bourse de Hong Kong? Mais c'est parce on les a préparés. C'est de notre responsabilité de préparer les futurs chefs d'entreprise. On a aujourd'hui quelqu'un qui n'a aucun bagage, qui n'a aucune connaissance dans la gestion, ni expérience, ni la formation est requise. Qu'on donne la responsabilité de la gestion d'une entreprise, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, on connaît tout de suite le résultat qu'il va y avoir.
il n'y a aucune analyse stratégique et on continue comme ça. Donc, pour moi, l'État doit intervenir pour organiser le marché. L'État doit intervenir pour fixer les règles du jeu. Il n'est pas question aujourd'hui qu'on parle de PME, PMI, sans que l'État dise à partir de quel moment cette entreprise doit être transformée en société anonyme. Parce que la société anonyme a des règles très précises de gestion et l'application de ces règles précises de gestion vont lui permettre. Je suis d'accord que, bah, je suis d'accord que les incitations fiscales peuvent aider, mais comme je vous l'ai dit, comme la culture est qu'on ne veut pas payer des impôts, la désobéissance s'est installée, la désobéissance fiscale. Moi, j'ai une entreprise, même pour les personnes physiques, si mon voisin ne paye pas l'impôt, je ne vois pas pourquoi je dois le payer. Vous voyez? Donc, il faut changer de paradigme. Il faut que l'État, à mon sens, j'ai compris, Daniel, que vous êtes en train de me demander de m'arrêter. Je vais m'arrêter. Mais je vois qu'elle me fait des grands gestes. En tout cas, Non, pour c'est normal moi, du tout. la culture de l'entreprise est importante, quelle que soit la dimension de cette entreprise-là. L'entreprise doit mettre en place des mécanismes de contrôle qui permettent à ce que la transparence puisse s'instaurer. Or, si vous avez le mécanisme faussé, comme je l'ai dit au départ, il est évident que les résultats sont les mêmes. Il faut que les entreprises, j'insiste sur ce point-là parce que en Guinée, dans mon pays, j'ai remarqué que les entreprises ne savent même pas se définir à quel niveau ils se trouvent. Il y a des entreprises qui sont des grosses entreprises qui sont gérées comme des petites, où le directeur général, par exemple, va se concentrer tous les pouvoirs. Et parfois, l'entreprise se bloque, alors qu'il suffisait simplement de les déléguer et mettre un service de contrôle derrière qui va s'assurer que les mesures, les procédures qui ont été prises par le directeur général sont bien respectées. Et donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont à l'intérieur, mais pour moi, l'État doit définir aujourd'hui qu'est-ce qu'on entend par une PME qui est listable. Mais pour cela, il faut fixer, à mon avis, le niveau d'actifs qu'on ne peut pas considérer que... Je termine par quelque chose que j'ai tendance à me répéter. L'État, sa première responsabilité, c'est de veiller à l'ordre public. Et l'ordre public, ce sont des entreprises qui sont bien gérées. À partir du moment où les entreprises ne sont pas bien gérées, l'État ne peut pas se passer d'intervenir. Il doit intervenir pour définir les règles du jeu, pour dire il y a des textes, il faut les respecter. Si vous êtes une entreprise, une société à responsabilité limitée, il faut absolument que vous passiez à société anonyme à partir du moment où vous avez un total de bilan qui dépasse tel niveau. Pourquoi? Parce que si à un moment donné, cette entreprise tombe en faillite, l'État d'une manière ou d'une autre, va participer. C'est le budget de l'État qui va venir solutionner les problèmes qui ont été créés par un individu. Donc, il vaut mieux. Je ne sais pas si c'est seulement de mon côté. Monsieur le Président, on ne vous Il vaut entend. mieux, comment vous dites en français? Voilà, j'en ai fini, madame. Ah, ok, j'avoue qu'on vous a un peu perdu sur la fin. Je crois qu'il y avait des problèmes de connexion. Le téléphone, il a Ah, sonné. ok, ok, Mm. ok. Donc, merci Mm. beaucoup, Monsieur le Président. Vous avez insisté vraiment sur le rôle de l'État comme celui qui doit vraiment être le catalyseur de tous les changements attendus. Et vous avez surtout relevé le fait que c'est comme dans notre ADN en Afrique centrale ou dans la zone CEMAC de ne pas être transparent. Donc, à ce niveau, peut-être, Monsieur le Président, avant d'interpeller un autre panéliste, comment, je veux dire, on a compris que l'État doit mettre les choses en place, mais vous avez dit que dans notre ADN, effectivement, on a probablement des problèmes de transparence. Et à ce Mm. moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on fait pour changer les mentalités? Je veux dire, quelles sont vos solutions pour qu'on ait envie d'être transparent en tant que dirigeant de PME ou directeur? C'est une excellente question. J'avoue qu'il n'existe pas une solution que l'on peut trouver dans un livre. Je pense simplement que pour régler le problème de transparence, la transparence, c'est une question de confiance. Vous voyez, il faut instaurer
je crois, il faut que la culture, notre culture, soit une culture d'amour. Parce que quand on s'aime suffisamment, n'est-ce pas, on aime aussi les autres. Et quand on s'aime suffisamment, on est ouvert aux autres. Alors donc, à mon avis, il faut mettre en relation la transparence et la confiance. À partir du moment où il y a un manque de confiance, ce sont les méthodes de travail qui font en sorte qu'on est en confiance. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand vous parlez à quelqu'un de, de, de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires, OHADA, surtout l'acte uniforme des sociétés. Quand vous parlez à quelqu'un, quand vous parlez de quelqu'un de cet instrument juridique, il y a 10 ans, il vous disait que c'est ce sont vos règlements intérieurs. Il ne s'imaginait pas et que, en fait, c'était le texte légal. Et c'est le texte légal, ça veut dire que vous êtes contraint de l'appliquer. Vous êtes absolument obligé de l'appliquer. Ça, c'était déjà un pas positif, parce que de plus en plus d'entreprises tiennent compte. Et je vous dis, dans mon travail, parfois, je lis les statuts. Et il marque dans les statuts que ces statuts ont été rédigés conformément à l'OHADA. Mais dès que vous êtes à l'article 4 même qui vous parle de capital social, il est déjà non conforme. Donc il faut qu'on commence dès zéro. Il faut commencer à zéro. Il faut commencer à qu'on apprenne à ce que quand on écrit les statuts, on ne doit plus les écrire de la manière qu'on les écrivait il y a longtemps. Deuxième chose, et je vous le dis, les gens me connaissent dans mon pays, ils savent que j'ai un certain franc-parler. Et on ne peut pas continuer à avoir un seul notaire pour l'ensemble du pays. Il faut que le métier de notaire aujourd'hui ne soit comme partout ailleurs, un métier totalement indépendant, c'est-à-dire une profession libérale. C'est-à-dire que on ne peut pas se dire qu'il n'y a qu'un seul notaire qui va, et lui, il va faire du copier-coller. Je vous assure qu'il y a des statuts, parfois, on a pris une société à responsabilité limitée, on va coller ça à une société anonyme. Et après, on se rend compte que c'est une société à responsabilité limitée, il n'y a pas de conseil d'administration. C'est après qu'il se réveille pour dire, ah, pourquoi il n'y a pas de conseil d'administration? C'est là que vous êtes obligé de lui expliquer. Donc, vous voyez, c'est le métier de notaire, à mon avis, est essentiel, ne serait-ce que pour la création des entreprises. Et puis, on passe à l'étape supérieure, euh, comme je le disais tout à l'heure, la forme de nommer un directeur général. Même si c'est l'actionnaire majoritaire qui dit que c'est telle personne qu'il faut euh, recruter comme directeur général, il faut que les méthodes soient au moins une concurrence de 2 ou 3 dossiers afin que ces 3 dossiers soient posés devant les administrateurs, qu'on connaisse la personne. Parfois, les administrateurs sont surpris que c'est telle personne qui a été nommée directeur général. Alors, comment voulez-vous que cette personne travaille pour un conseil d'administration ou rende compte à un conseil d'administration qu'il ne l'a pas nommé? Donc, du coup, il y a beaucoup de choses qu'il faut regarder, que ce soit pour les petites entreprises, que ce soit pour les grandes entreprises. Je le dis, et je le disais tout à l'heure, les Big Ten, et c'est une révolution en Guinée équatoriale aujourd'hui, vous avez quasiment les 10 premiers commissaires au compte, enfin les 10 premières sociétés de conseil qui sont là. Price est là, bon, Price est en train de partir, mais Price est là toujours. Ernst Young est là, KPMG est là, Mazar est là. C'est-à-dire toutes ces grosses sociétés-là, on a besoin que, parce que à travers eux, on a aussi la culture de la gestion des entreprises. Il y a même des grandes sociétés aujourd'hui qui pensent que parce qu'il a recruté le commissaire au compte, ce commissaire au compte travaille pour lui. Le commissaire au compte ne travaille pas pour le directeur général. Le commissaire au compte travaille pour l'Assemblée générale. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Il travaille pour les propriétaires. Il doit s'assurer que aussi bien le conseil d'administration que le directeur général ont fait le travail nécessaire pour que les comptes soient suffisamment transparents. Je pense qu'il n'y a rien à inventer, madame. On a juste à faire en sorte que ce qui existe soit correctement appliqué. Si je suis une société à responsabilité limitée, je sais que je n'ai pas de conseil d'administration, j'ai un gérant. Donc, il n'y a pas besoin d'aller inventer un conseil d'administration dans cette société-là. C'est des questions de transparence, par exemple. Si je suis une société anonyme, je sais que je dois avoir une assemblée générale et l'assemblée générale doit se réunir euh, une fois dans l'année pour clôturer les comptes et affecter les résultats. L'Assemblée générale n'est pas là pour venir discuter
il faut qu'on sache que quand on organise une assemblée générale, je vais bien loin, que les résolutions qui vont être décidées à l'assemblée générale doivent être envoyées à tous les propriétaires, qu'ils puissent le lire. Mais quand vous arrivez à l'assemblée générale, vous voyez un président du conseil d'administration qui commence à faire un discours de 10 pages. Vous dites, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et moi, parce qu'il est en train d'essayer de cacher un certain nombre de choses de sa gestion. Vous voyez, il faut appliquer la loi telle qu'elle existe aujourd'hui. S'il a des difficultés, il faut ajouter. Et je termine. Une des difficultés, c'est qu'on ne sait pas définir véritablement ce que c'est qu'une PME. Si on veut que les PME puissent aller, le compartiment que vous avez ouvert au niveau de la bourse pour les PME, c'est bien, mais vous les exigez aussi qu'ils soient constitués sous forme de société anonyme. Donc, du coup, il faut que quelqu'un vous leur dise. Allô, Président. Ah, je crois que là, il a vraiment perdu la connexion. Donc, on remercie le Président qui a, qui a vraiment, qui s'est étendu sur le concept de gouvernance, qui a fait un lien clair entre la gouvernance et la confiance, et qui a surtout parlé du, de la nécessité d'appliquer le corpus réglementaire déjà en place. Donc, il faut des institutions fortes capables d'assurer que le corpus réglementaire en place est appliqué. Et donc, là, on revient au régulateur qui est la COSUMAP. Et c'est une question à deux volets. Le premier volet, puisqu'on parlait des PME et... Je vais parler trop longtemps, vous m'avez perdu. Donc, Ah oui, président, j'avoue que vous avez effectivement perdu. voilà, c'était une dernière phrase qui me paraît très importante parce que vous l'avez prononcée et notre ami Cissé l'a prononcée aussi. C'est cette possibilité d'ouvrir, que petites entreprises familiales puissent s'ouvrir. Je crois qu'il faut leur tenir un langage, mais je ne sais pas qui doit le tenir. Il faut leur dire que, ne serait-ce que pour des questions d'héritage, Mon président est reparti. Voilà. Bon, disons que dès que sa connexion sera stable, voilà. Il pourra m'interrompre. Voilà, il pourra vous interrompre. Donc, Madame le directeur, donc la question qui vous était adressée, comme je l'ai dit, à deux volets. C'est point 1, on a vu qu'il y a un problème d'éducation financière et de sensibilisation des PME comme de tous les autres acteurs au marché financier. Qu'est-ce qui est mis en place par la COSUMAF pour assurer justement cette sensibilisation et créer un environnement de confiance pour tous les acteurs du marché financier. Et en point 2, on a parlé tout à l'heure dans les freins des sujets fiscaux. Est-ce que, en tant que j'en ai régulateur, est-ce que terminé. J'en ai terminé. Merci, président. Je vous avais dit que j'ai un avion à prendre parce que je suis dans une salle d'attente. L'avion n'est pas encore arrivé, donc maintenant je peux vous écouter. Merci, président. OK, merci beaucoup, président. OK, merci beaucoup, président. Donc, voilà, il y avait une question adressée à Madame le directeur Daniel Bouboukou. Donc, le premier volet avait déjà été exposé. Et donc, dans le deuxième volet, c'était de dire, on a parlé des problèmes fiscaux qui peuvent découler de la transparence des entités qui décident d'accéder à la place. En tant que régulateur, est-ce que vous avez déjà eu des remontées d'informations ou des expériences pour certaines entreprises qui qui sont allés à la place boursière et qui, justement, ont eu, entre guillemets, des conséquences, voilà, sur... C'était notre secret, Valérie. Merci, madame. Comme le disaient M. Cissé et M. Toumsoué, le marché se repose vraiment sur la discipline. Il faut une discipline sur le marché financier. Et malheureusement, qui dit discipline dit rigueur, ou heureusement. Cette rigueur-là, elle doit être éduquée. Le régulateur a dans ses missions principales le développement du marché et l'éducation financière en Afrique centrale.
Le mandat de Madame Jacqueline Adiaba Kembe, qui est présidente de la COSUMAF actuellement, a pour pilier central, sinon essentiel, l'éducation financière. Depuis tout temps, sous toutes les présidences qu'il y a eu à la COSUMAF, on a essayé de former tout le tissu économique. On s'est approché des entreprises, comme vous le disiez, on s'est approché des journalistes, on s'est approché des étudiants. Aujourd'hui, la COSUMAF organise plusieurs événements annuellement et elle a notamment participé à mettre en place le webinaire d'éducation qui participe aussi à l'éducation financière qui est celui auquel nous participons aujourd'hui. Nous avons donc la journée des investisseurs qui est dédiée à édifier les investisseurs et surtout les journées des émetteurs. Pendant ces journées-là, qu'est-ce qu'on fait? On va auprès des entreprises pour leur faire part de la réglementation, pour les édifier, comme Monsieur le Président le disait tout à l'heure, hein, sur ce que sont les exigences en termes d'organisation sociale, en termes de... il faut être constitué en société anonyme, il faut avoir un certain niveau de fonds propres, il faut avoir une certaine durée d'activité, en tout cas un track record qui puisse attester de vos résultats, et aussi pour que l'investisseur puisse se prononcer, puisse avoir un appétit de vos perspectives de rendement. Parce que l'investisseur, il vient, quand on investit dans une PME, dans une entreprise, quelle que soit la taille, c'est parce qu'on veut un rendement potentiel. Donc, ce rendement-là, il faut savoir l'apprécier. Donc, et cette appréciation, enfin, cette rigueur que demande le marché, on essaie de l'inculquer auprès des sociétés privées de notre sous-région. Maintenant, pour le deuxième volet de votre question, est-ce que y a-t-il un frein à la fiscalité? Comme je le disais, il n'y a pas vraiment de... La fiscalité sur le marché financier peut être avantageuse pour l'émetteur parce qu'il y a des exemptions. Elle peut être également avantageuse pour l'investisseur en termes de plus-value, d'imposition sur les plus-values générées. Mais en effet, il y a eu des cas dans notre marché où il y a une entité qui a été cotée et qui est maintenant en fait la bête noire, pas la bête noire, mais en tout cas la chérie du fisc, puisqu'ils se font malheureusement contrôler assez souvent. Mais ça participe en fait de la notoriété du marché, hein. Le marché, c'est en fait rien n'est caché. Tout est devant, il y a une publicité quand vous émettez, vous communiquez de manière constante. Donc, malheureusement, des fois, ça peut attirer des regards. Mais on travaille aussi avec les autorités fiscales pour qu'elles comprennent que ce que le marché financier souhaite faire, c'est vraiment, vraiment, vraiment être un mode alternatif au financement des projets économiques de notre sous-région. Merci. Merci beaucoup, Madame le Directeur. Merci. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un dispositif réglementaire et disciplinaire qui est mis en place par la COSUMAF et qu'il y a également des discussions qui sont faites entre la COSUMAF et les ministères des Finances pour assurer, on va dire, une fiscalité saine des acteurs et des transactions sur le marché financier. Peut-être donc est-ce le lieu de parler donc de l'avantage pour à la fois les PME et toute autre entreprise à avoir l'accès au marché, mais également de la confiance dans les tiers. Monsieur le DG Cissé a relevé tout à l'heure que en général, le taux de mortalité des PME est de 33%. Donc, est-ce que l'on pourrait attribuer cette mort prématurée, ou bien cette disparition prématurée des PME et, voilà, et de toutes les startups créées à peut-être un manque de vision à long terme? Et est-ce qu'on pourrait donc prendre comme l'accès au marché financier comme un gage de pérennité, bon, entre guillemets, un gage de pérennité des PME. Parce qu'aujourd'hui, même une PME qui va sur le marché, l'investisseur tiers va quand même se poser la question de savoir une PME sur le marché. Déjà, même au niveau des banques, elles sont très peu
on va dire, on leur fait très peu confiance parce que voilà, il y a un taux de mortalité et un taux de disparition élevé. Donc, les deux questions, c'est la première, clairement, quels sont les avantages pour une PME d'adopter la transparence et d'accéder au marché financier, que ce soit en termes de, voilà, quels sont les avantages clairs. Et deux, au niveau de l'investisseur, comment est-ce que l'investisseur de demain, qui est le tiers lambda, moi, vous, peut avoir donc confiance dans l'investissement qu'il ferait dans une PME qui veut aller sur le marché financier. Et peut-être un troisième petit volet, combien de temps vous pensez qu'il faudrait vraiment pour que on atteigne ce niveau de maturité pour permettre un dynamisme de ce marché que nous chérissons tant? La question est adressée à Monsieur le directeur général Cissé. Ok, ben, merci bien pour la question. Alors, juste une précision. Tout à l'heure, je parlais des créances en souffrance, hein, qui se chiffraient à hauteur de 33%, dont à peu près voilà, 314 milliards de CFA en Guinée équatoriale. Donc, je veux dire, c'est un élément d'analyse qui nous permet de dire aujourd'hui que le pool de banques, parce que là, on parle de 5 banques, quand ces banques, en fait, octroient des crédits, il y a à peu près 33% effectivement de crédits qui ne reviennent pas. Globalement, c'est ce que ça signifie. Maintenant, quels sont les avantages à s'introduire en bourse? Bon, je pense que j'ai tout à l'heure esquissé, hein, quelques pistes de réponse, notamment pour ce qui est de la volumétrie. Voilà. Aujourd'hui, quand vous vous introduisez en bourse, il y a un certain volume que vous pouvez lever. Je veux dire, à contrario, hein, d'une demande de financement au niveau de la banque, qui généralement est capée par la maturité, capée également au niveau des volumes. Donc, premier aspect, une certaine profondeur de marché est nécessaire pour financer des grands projets. Quand on parle de PME, ne pensez pas que quand on parle uniquement de PME, on parle de petits projets. Il y a des PME également qui peuvent, bien entendu, financer en retour de très grands projets. Donc là, on parle de la nécessité d'avoir une certaine volumétrie. Un point également très important, c'est le coût de la levée de fonds. À la fin, généralement, quand on va en démarche clientèle, l'une des questions qu'on nous pose, c'est de dire, OK, ben, Monsieur Cissé, vous avez proposé financement alternatif, notamment via le marché financier, mais votre histoire là coûte très cher. Donc, à la fin, il y a l'aspect coût qui revient. Combien ça coûte pour s'introduire en bourse? Euh, j'ai demandé à mes équipes, il y a de cela une semaine et demie, de faire un peu cet exercice-là, de, 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 de mettre sur pied une sorte de calculateur Excel. Bien entendu, un calculateur variable sur la nature du business qui sera effectué, mais il y a certains paramètres qui sont des paramètres statiques. L'idée est d'aller voir un client et lui dire, OK, moi, je te propose une opération sur le marché financier, tout en sachant en réalité que la question que le client va poser en retour, on aura cette question en tout cas. Il va nous dire combien ça coûte. On a envie de répondre en disant, OK, le financement bancaire, si tu passes par la banque, voilà ce que ça va te coûter. Si tu passes par la bourse, voilà également ce que ça va te coûter, pardon. Parce que souvent, on ne mène pas à fond l'analyse. Par exemple, celui qui va s'introduire en bourse, le gain qu'il a notamment au niveau de l'aspect fiscal, il faut le déduire en fait du coût de financement. C'est-à-dire que si vous allez sur le marché, vous levez des fonds, disons à 6,5%, l'avantage fiscal que vous avez à vous introduire en bourse, peut-être sur 3 ans, il faut étaler ce gain-là et le minorer par rapport au coût de la levée de fonds. Beaucoup de gens ne le font pas. Donc, j'ai un peu demandé aux équipes de le faire. Ça va nous permettre d'avoir plus d'arguments à vendre auprès de certains clients. Donc, je pense qu'il y a un coût, il y a un avantage fiscal, bien sûr, pour ces entreprises-là, à aller se faire coter en bourse. Généralement,
Pour les entreprises qui vont en bourse, elles se font accompagner par des listing sponsors. C'est un nouveau métier d'ailleurs qui a été mis sur pied par la COSMAF. Donc, ce sont les acteurs qui vous accompagnent à vous toiletter, etc., etc., à vous préparer avant de passer la main à la société la société de bourse blanche. C'est la société de bourse en réalité qui vous amène en bourse. Mais le listing sponsor, il vous prépare. Est-ce que les états financiers sont corrects? Est-ce que vous avez une charte de comité d'audit? Est-ce que vous avez un règlement intérieur? Est-ce que vous avez X, Y? Donc, on a vraiment euh, s'introduire en bourse, je veux dire, vous permet également de vous structurer. C'est-à-dire qu'on ne prend pas une entreprise lambda et on l'introduit en bourse directement. Non. Vous vous introduisez en bourse parce que vous savez que derrière, ce que vous vendez votre signature. Vous vendez votre signature et qui dit signature dit bien entendu santé financière parce que c'est clair, on va regarder vos états financiers, mais on va également regarder d'autres aspects qualitatifs, notamment le style de management, du DG, qui est même DG, etc., qui sont les actionnaires. Donc, il y a beaucoup de ces aspects-là. Est-ce qu'il y a une politique de lutte anti-blanchiment? Est-ce qu'il y a une charte de comité d'audit? Est-ce qu'il y a des... Donc, qui est son commissaire compte? Est-ce que c'est un Big Four? Donc, ce sont les petits éléments qu'on regarde, mais qui ne sont pas négligeables. Donc, un autre avantage également, ça permet à l'entreprise véritablement de se structurer. Donc, ça, c'est mon point de vue, hein. Ce sont les principaux éléments sur lesquels il faut véritablement s'attarder avant de, voilà, je veux dire, pour ces entreprises qui doivent s'introduire en bourse. Donc, voilà un peu globalement. Donc, je pense que j'ai répondu à une bien deux de vos questions, notamment quels sont les avantages. La deuxième question, je pense, c'était quoi? C'était lié notamment de mémoire, je ne me souviens plus. Euh, Si vous pouvez juste me rappeler le deuxième point. Mais je pense avoir répondu aux deux premières questions. La troisième, c'était laquelle? Le temps pour Euh, atteindre la maturité. Voilà, le temps de la maturité. Je me disais bien. voilà. Exactement, merci. Alors, le temps de la maturité, je peux vous dire que c'est assez subjectif. C'est subjectif parce que en réalité, il faut évidemment prendre en compte plusieurs paramètres, notamment le paramètre du mandataire social. Ça, c'est d'un. Il y a également qui vous accompagne en réalité dans le développement du business. C'est-à-dire, est-ce que vous avez un actionnaire fort? Je suis, par exemple, une PME qui est adaptée dans le domaine de la microfinance. Est-ce que dans le nouvel actionnariat, j'aurai peut-être un acteur fort issu de la microfinance qui pourra notamment m'accompagner dans tout le processus? C'est un peu comme un capital d'investissement. Il vous accompagne dans le processus et à la fin, au bout de 2 ans, 3 ans, il se retire du capital. Pareil, ça peut être un autre aspect je veux dire, d'activité réelle, hein. Ça peut être une entreprise qui essaie de faire une levée de fonds dans le domaine du cacao. Est-ce qu'il est accompagné par un acteur fort? Voilà. Donc, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte, mais généralement, le temps d'attente, n'est-ce pas, je veux dire, d'une certaine génération de revenus, hein, quand vous êtes listé, c'est généralement 3 ans. Donc, au-delà de 3 ans, on se dit, OK, vous avez quand même déjà assuré le soubassement, et à partir de la quatrième année, ce n'est que le développement. Donc, voilà, j'espère avoir répondu à toutes les problématiques. Si jamais ce n'est pas clair, je pense que je suis prêt à répondre à toutes les questions. OK. Merci beaucoup, DG. Merci beaucoup, DG. Toutes les problématiques ont été parfaitement adressées. Donc, je crois que les PME ou les directeurs des PME qui sont connectés ont vraiment été édifiés sur les avantages qu'ils auraient à solliciter donc, pour leur développement et même leur pérennité, le financement via le marché financier. Donc, on va peut-être déjà prendre la question d'un participant. Pour les autres, je tiens à préciser que les questions se posent dans le cadre Q&R, ou pour ceux qui ont la version française, c'est que QIR. Donc, vous pouvez poser des questions qui seront donc adressées pour la plupart pendant ce webinaire. Donc, la question est adressée au panéliste qui voudra bien la prendre. C'est l'un des blocages des PME pour l'accès au financement au Burkina Faso. Donc, on est suivi depuis l'Afrique de l'Ouest. Afrique de l'Ouest,
est l'investment readiness, en plus de ce que le DGCC a listé. Est-ce pareil dans la zone CEMAC? Quelles peuvent être vos recommandations pour y répondre efficacement? Donc, l'investment readiness, c'est-à-dire l'éducation à l'investissement, c'est-à-dire la prise de risque ou voilà, l'éducation à l'investissement. Donc, est-ce que, voilà, quel est le panéliste qui est disposé à adresser la question de notre participant? On va peut-être laisser ça à Madame Daniel. Merci pour la colle, Monsieur le Président. Donc, c'est quoi le investment readiness? Investment readiness, yes. Oui, pardon. Bah, écoutez, tout ça, en fait, ça participe un peu au même effort. Hein. Pour être prêt à investir, il faut avoir confiance dans un produit. Et il faut le connaître, ce produit. Donc, c'est pour ça que, enfin, on revient toujours à cette même problématique de l'éducation, en fait. Un investisseur, nous encourageons tous les investisseurs, que ce soit des investisseurs institutionnels ou des petits investisseurs, à vraiment s'informer. On s'informe comment? À travers d'abord le document d'information qui est diffusé au cours au lancement d'une opération. Et puis surtout, c'est un travail, en fait, j'allais dire de longue haleine et de tout temps. La COSUMAF est là, en effet, pour aider son écosystème à être prêt à investir, mais il n'y a pas, on ne peut pas malheureusement déterminer pour tout le monde le bon moment. Oui, ça me paraît juste, si vous me permettez, comme je n'avais pas bien compris la question, il semble que Madame l'intervenant souhaite savoir comment faire pour former les investisseurs. C'est ça, non? Oui, ou bien voilà, pour qu'il soit plus voilà, pour qu'il soit plus enclin D'accord. voilà. Je crois que Daniel a bien répondu à la question par rapport effectivement à la volonté d'investir. Quand vous voulez investir dans une société, et c'est une société qui est en voie d'émettre des titres, qu'ils soient des titres sous forme d'action ou des titres sous forme d'obligation, il y a un document d'information et il est clair que c'est à travers ce document d'information qu'on va savoir si l'investissement est rentable ou pas. Maintenant, moi, je pense, vous me direz, j'ai quelque chose contre, je dirais, le manque de volonté que l'on peut constater dans certains secteurs publics. Vous savez, j'ai beaucoup d'amis, par exemple, au Congo. Il y a au Congo, Brazza, par exemple, un de mes amis était directeur de petites et moyennes entreprises au sein du ministère de la promotion des entreprises. C'est que je me suis rendu compte avec cette dynamique qui s'était créée à un moment donné pour former enfin, pour aider les PME à intervenir, à obtenir des financements. On s'est rendu compte que les dirigeants de ces unités, qui étaient dans la plupart du temps auprès des ministres de la promotion des investissements ou de la promotion des PME, on s'était rendu compte qu'ils étaient plus intéressés à la subvention que l'État allait verser pour gérer vraiment le petit portefeuille là. Or, ce n'est jamais suffisant. Ce que je crois, oui, à chaque fois que vous donnez une subvention, on vous en demande plus, et puis on vous fait des bons plans qui paraissent tout à fait acceptables. Mais malheureusement, le problème, parfois, il n'est pas là. Je crois que ces unités pourraient être plus sérieuses et peut-être plus dynamiques s'il s'agissait pour eux d'organiser des formations, mais des formations vraiment à la carte. On a dit tout à l'heure, vous allez sur un marché, le marché primaire, le premier marché, comme on dit chez nous, vous voulez introduire l'entreprise à la côte, vous passez par la COSUMAF. Et la COSUMAF va vous demander toutes les questions que notre ami Eugène vous a dit tout à l'heure. Si vous n'êtes pas formé comme entrepreneur, si vous ne prenez pas des conseillers, parce qu'en plus, on paye mal les conseillers, si vous n'avez pas un conseiller qui vous dit,
pour entrer en bourse, vous avez besoin d'avoir une comptabilité. Et la personne va penser que c'est le conseiller qui va lui faire aussi la comptabilité. Non, c'est-à-dire qu'il y a confusion des choses. Et c'est là que je pense que ces unités qui sont auprès des ministères doivent servir de base pour former, pour donner des bonnes indications. Et quitte à leur dire, embaucher un comptable. Mais pour embaucher un comptable, n'allez pas chercher votre petit frère au quartier. Il sait peut-être compter, mais il n'a pas la formation comptable. Vous voyez, tout est dans ces règles-là. Si vous faites cet exercice, que vous visitez les entreprises, parfois c'est des grandes entreprises, et je vous assure qu'il y a des moments où je me suis trouvé, un monsieur que je connais dans la ville, je vois qu'on m'a dit qu'il est en train de certifier les états financiers. Je dis, comment est-ce possible que ce monsieur certifie les états financiers? Je connais son parcours, je sais qui il est. Non, on ne peut pas jouer avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? Un commissaire au compte, c'est une formation de près de 8 ans. Après avoir obtenu le master, vous devez continuer dans une formation complémentaire pour devenir expert comptable. Ce n'est pas, n'est-ce pas, mon cher ami? Donc, on ne s'improvise pas expert comptable parce qu'on a en, licence on appelait ça MSTCF, n'est-ce pas? C'est-à-dire de comptabilité. Et là, quand vous avez une licence en comptabilité, vous êtes un comptable, comme vous dit, vous pouvez passer une écriture, débiter ce compte, débiter l'autre. Vous n'êtes pas là pour certifier les comptes. Vous êtes là pour passer les écritures comptables. Donc, pour certifier le compte, vous devez passer à une étape supérieure. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure, je vous disais qu'il nous faut, dans tous nos pays, il faut absolument qu'il y ait des Big Ten. Les Big Ten, ils sont inscrits dans plusieurs ordres comptables. Et quand ils commettent une erreur, ils sont sanctionnés par l'ordre. Or, c'est là qu'on dit agrément CEMAC. Ils ont l'agrément CEMAC, c'est comme une lettre à la poche. Enfin, il ne faut pas que la CEMAC nous livre des agréments pour des gens qui sont de petits. Il faut qu'ils soient sérieux. Voilà, je pense que le conseil que on peut donner aux PME, comme on a dit tout à l'heure, pour rester un bon investisseur, il faut s'armer des conseils. La plupart d'entreprises aujourd'hui, les grandes entreprises que l'on connaît dans le monde entier, ils payent plus pour le compliance. Ils payent plus pour des questions qui ne sont pas directement liées à l'opérationnel. Pourquoi? Parce qu'ils doivent avoir des standards. Nous sommes passés aux normes IFRS. Vous parlez de ça à une entreprise, même grande entreprise aujourd'hui, il ne va pas comprendre. Il doit présenter les comptes combinés et les comptes consolidés. Et il ne comprend pas. Parce que il dit que non, c'est cher. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Je crois que ce qu'il faut faire, euh, il faut que, je l'ai dit et je le répète, que ce qui existe comme disposition légale, réglementaire, soit bien appliqué. Vous avez beau expliquer à une société qui a l'habitude de vendre, d'importer, parce qu'on a beaucoup d'importations dans nos pays, y compris chez moi, n'est-ce pas, qui a l'habitude d'importer des produits. Il sait comment il discute avec le douanier pour déclarer le produit moins cher afin qu'il il a payé moins de taxes. Il sait ça. Et quand il vient à afficher sur le rayon, il va mettre le vrai prix, parfois même multiplié par 5. Et après, au moment où il va aller faire la déclaration de son chiffre d'affaires, il va aller déclarer le chiffre d'affaires qu'il a déclaré au moment où il a fait le passage en douane. Donc, nous sommes là dans un exercice qui mérite l'intervention des pouvoirs publics dans tous les domaines. Je suis tout à fait d'accord que la mécanique, on le connaît, a été très bien décrite. Nous savons que si je vais acheter des actions de la société Bundukulata, je veux aller au niveau de l'information qui existe et qui est disponible sur le site Je et vous je donne vais direct, Président. quel est son bilan, quel est son compte de résultats. Je vais pouvoir le dépouiller pour m'assurer que le ROAD, comment vous appelez, la rentabilité des actifs est bonne. J'ai des paramètres pour pouvoir faire ça. Mais l'entreprise qui va aller sur le marché, on doit lui expliquer ça. Et c'est ça l'exercice. Eugène parlait tout à l'heure de la question du choix qu'il y a à faire entre le financement bancaire et le financement par le marché.
Je pense que la plupart de nos entreprises fuient pour aller vers le financement bancaire parce que c'est plus facile, parce qu'ils ne veulent pas être transparents. C'est plus facile pour eux de donner un terrain en garantie. Et il sait même que le jour où on va vouloir réaliser cette garantie, il va venir s'opposer et venir avec des méthodes relativement peu correctes pour éviter que sa garantie ne soit réalisée. C'est pour ça qu'il ne veut pas aller dans un autre marché. Mais on a des conseillers. Notre ami est un responsable d'une société de bourse. Je connais des gens de sociétés de bourse qui existent déjà en Guinée équatoriale aujourd'hui. Ils ont vraiment du mal à passer le message. Parce que c'est cette ingénierie-là. Mais il faut que les personnes sachent. Vous voyez, on parle de 33% de taux de sinistralité au niveau du secteur bancaire. C'est pas peu. Mais là, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit? On voit pas, il y a pas que les entreprises du secteur privé, il y a aussi les entreprises du secteur public. Comment peut-on mettre dans un crédit douteux une entreprise qui a l'aval de l'État? Je me pose la question. Ce n'est plus un petit exercice. Ça veut dire que la confiance n'est plus seulement vis-à-vis de l'entreprise elle-même, mais vis-à-vis de l'État qui est son garant. Et ça, c'est pas normal. Je dis ça, c'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail à faire et tout le monde doit y aller ensemble. Quel que soit le métier que l'on fait, vous voulez acheter une voiture. N'allez pas acheter une voiture comme ça parce que j'ai vu que celle-là va rapide. Vous allez chez un spécialiste. Vous ne pouvez pas aller acheter un avion parce que j'ai 40 milliards dans la poche et je veux m'acheter un avion. Il y a des personnes qui sont spécialistes dans l'achat des avions. Vous allez devoir payer cette personne afin qu'il vous donne le type d'avion que vous devez acheter parce que ce n'est plus un problème c'est un problème déjà d'ordre public, vous voyez. Donc, si vous avez une entreprise et que vous ne savez pas lire le bilan et que vous voulez investir, vous vous adressez à un spécialiste du marché, les conseillers en investissement. C'est ça que la COBAC a. On a les conseillers en investissement. Cette personne va vous dire cet investissement est possible, mais en contrepartie, il va prendre la commission. Mais ne dites pas que je devais payer la commission. Payer cette commission parce que c'est une commission qui est en plus réglementée. Donc, du coup, il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Et moi, j'ai bien aimé les questions que vous êtes en train de poser, mais parce qu'on ne pourra pas faire de l'économie verte, on ne pourra pas faire du financement vert si on ne commence pas à bien comprendre d'abord le marché lui-même. Si nous avons un marché étroit, si notre marché n'est pas suffisamment profond, il est évident que c'est d'abord l'approfondissement de ce marché-là qu'il va falloir faire. Quelqu'un qui vend aujourd'hui des piles et qu'on dit que c'est les piles qui sont écologiquement meilleures, lui-même, il ne le sait pas. Il ne sait même pas que le produit qu'il a, c'est un produit. Il faut qu'on lui explique même ça. Euh, donc, il y a des gens qui jettent des piles n'importe comment, alors qu'on devrait avoir aujourd'hui, l'État français a mis quoi? 7 milliards. 7 milliards pour soutenir l'économie verte. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il a fait. En fait, il y a une partie de l'éducation, il y a une partie pour prendre les poubelles que nous avons dans les villes. Dans les pays européens, ils ont quoi? Ils ont une poubelle pour les bouteilles, une poubelle pour ça. Il faut même ça. Parce que si je veux investir dans la distribution, enfin, dans les poubelles, je dois savoir que je vais investir plus dans les poubelles écologiques. Vous voyez un peu. Finalement, c'est un travail de répétition et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et c'est cette répétition-là qui doit aller au-delà de nous et aller vers les autorités publiques afin que des décisions soient prises. Une des décisions que je crois qu'il doit être prise, je l'ai dit et je le répète, c'est il faut qu'il y ait dans nos pays, et le mien principalement, des Big Ten. C'est-à-dire qu'aucune société enfin, on ne doit pas accepter les états financiers et fiscaux d'une société aujourd'hui qui n'a pas un commissaire aux comptes reconnu au plan international. L'État peut imposer ça. On peut imposer que si vous n'avez pas KPMG, si vous n'avez pas pour la certification de vos comptes, on ne les accepte pas. Il faut imposer ce genre de choses parce que eux, c'est leur métier.
il ne faut pas aller improviser les choses à côté. Deuxième chose que j'ai dit tout à l'heure, et je le répète, parce que pour moi, c'est très important, il ne faut pas se limiter au chiffre d'affaires comme seul indicateur pour définir si on est une société qui est de petites ou moyennes entreprises. On doit définir on doit définir le montant du total des bilans qui doit permettre un passage obligé de société à responsabilité limitée à société anonyme. Et il faut interdire de société anonyme unipersonnelle, qui est prévu. Pourquoi la société anonyme unipersonnelle devient tout de suite, en fait, une société à responsabilité dans sa forme de gestion, puisqu'il aura un administrateur général, n'est-ce pas? Il vaut mieux avoir un conseil d'administration, une assemblée générale, une direction générale. Et c'est dans cet ordre-là. La direction générale rend compte au conseil d'administration. Le conseil d'administration n'est pas une chambre d'enregistrement. Et le conseil d'administration rend compte à une assemblée générale, quel que soit, surtout à partir de la taille qu'on aura définie. Et pour moi, c'est un message qu'il faut envoyer fort, dire, c'est pas n'importe qui doit certifier les comptes, ça doit être des personnes reconnues. Deux, à partir du moment où on atteint une certaine taille, il n'est plus question de rester à petite, enfin, comment dire, à responsabilité limitée, il faut passer à société anonyme. Et ensuite, avec des déclarations qui vont être beaucoup plus justes. Si nous partons comme ça, on va avoir des sites qui vont être alimentés et tout investisseur pourra déjà aller consulter ce site-là et avoir la bonne information ou se servir des documents d'information qu'a parlé Daniel tout à l'heure afin de pouvoir construire et mieux évaluer l'investissement. La durée que vous avez parlé de l'investissement, pour moi, ce n'est pas un problème en soi. À partir du moment où on connaît l'entreprise, on sait comment elle diriger, on peut fixer euh, une durée de remboursement plus sérieuse. Mais il faut qu'on parte des économies, comment on appelle, des économies bananières à économie moderne. Parce qu'on ne peut plus faire les choses comme on les faisait il y a 20 ans. Aujourd'hui, on a besoin de chefs d'entreprise qui sont formés, pas des chefs d'entreprise qu'on a mis là parce que papa était le chef d'entreprise avant. Le gars, il n'a pas étudié, on le sait, il ne sait pas ce que c'est que la stratégie, on le met là et lui, il regarde tous les jours la caisse. S'il y a de l'argent dans la caisse, c'est là qu'il est content. Quand il n'y en a pas, il ne sait pas qu'on peut le mobiliser autrement. Et là, il se fâche. Non, il faut qu'on modernise tout ça. Et les instruments que nous avons aujourd'hui ont tout ça. La COSUMA fera ça, la COBAC a ça, l'OADA a ça. Il faut connaître les spécialistes. Ce sont les spécialistes qui doivent être chargés. Et je vous l'ai dit, hein, et je termine, parce que je considère que c'est très important. Si vous allez, il faut démocratiser la fonction, en tout cas en ce qui concerne la Guinée équatoriale, il faut démocratiser la fonction de notaire. Il ne doit pas y avoir un notaire pour toutes les entreprises. On doit les mettre en concurrence. On doit les former comme on les forme au jour d'aujourd'hui, afin qu'il y ait 20, 30 notaires avec la possibilité de les sanctionner s'ils font ils déraillent. Voilà. Je crois que sur ce pas, je vais vous demander la permission de quitter la réunion parce que mon avion est en train d'arriver et on va nous appeler pour l'embarquement. J'espère que OK. j'ai pu contribuer un petit peu à ces échanges et je vous remercie. Je serai disponible toujours quand vous aurez besoin de moi, tant que j'ai la voix. Merci, Merci Président. beaucoup. Merci Je beaucoup, vous remercie. Président. Merci beaucoup d'avoir été Il a disponible. disparu, notre Oh, ami. Là. Ah, on est non, perdu les deux? Non, il est il là, est là. Ah, il est là? Il est là. Je vous OK. remercie. Merci, Président. Merci, Monsieur le Président. On a Monsieur le Directeur François Bimogo qui a levé la main ou c'est juste un problème technique? Non, ce n'est pas un problème technique, Madame le modérateur. En réalité, je voulais, si vous le permettez, une petite lucarne sur tout ce qui est obligation, opération obligataire sociale, verte et durable qui sont permises par notre nouvelle réglementation, notamment en ce qui concerne le titre, la section 9 du titre 4 sur l'appel public à l'épargne. Donc, c'est un volet peut-être qui était mis un peu dans une zone grise, dans un angle mort, parce qu'on en parle tout le temps, ce n'est pas un gadget. Il me semble que là, il y a des niches très importantes parce que la réglementation parle davantage de projets en cours
nouveaux ou en cours. Donc, il est possible pour beaucoup de flexibilité. On parle beaucoup de flexibilité. On a parlé, Monsieur le Président parlait des entreprises qui ne veulent pas lâcher du lest, notamment les entreprises privées. Il a fait un rapport avec l'audit, les Big Five et Big Ten qui doivent auditer ces comptes-là. Il a parlé d'un notaire tout à l'heure. Mais pour les petites entreprises, les startups, à chaque fois, c'est la même problématique qui revient comme une rengaine lors de nos échanges, notamment pour les internautes. Ils veulent s'assurer que les petites entreprises, les startups, les PME, les entreprises de taille intermédiaire, on voit au chapitre sur le marché. Et là, justement, en matière de finances vertes, c'est une opportunité, une niche d'opportunité. Parce que là, on parle bien de projets. Et c'est un rapprochement qu'on pourrait faire avec le financement participatif qui, lui également, porte sur des projets. C'est-à-dire, on prend de la dette pour aller financer un projet, quelque chose qui n'existe pas encore, une idée, simplement parce qu'elle présente des garanties en termes de profondeur, en termes de visibilité, en termes de rentabilité ou d'opportunité. Les investisseurs, de manière très engagée, sur la base évidemment de un certain carcan réglementaire, une camisole de force qui est imposée, notamment pour ce qui est de la finance verte. Il faut un expert indépendant qui certifie que ces projets-là sont effectivement verts, c'est-à-dire qu'ils ont un impact sur l'environnement, ils sont sociétaux parce qu'ils ont un impact social avéré et que cela pourra être évalué. Donc, il y a des niches comme celle-là qui existent pour ceux qui nous écoutent, les internautes. Les projets peuvent être financés sur le marché financier, les startups à travers le financement, les conseils en investissement participatif, c'est-à-dire le crowdfunding, mais également la finance verte, qu'on croit simplement être l'apanage des États. C'est vrai que les États peuvent émettre des obligations vertes, mais les entreprises privées, sur la base d'un listing de projets bancables, évalués, certifiés, peuvent venir lever de la dette pour financer ces obligations. Je vais terminer par là. Ces obligations peuvent porter aujourd'hui, on parle de beaucoup de problèmes énergétiques. On a le soleil en abondance. Ce soleil est gratuit. Donc, le photovoltaïque peut servir à la fois à résorber partiellement les défis énergétiques auxquels font face nos États, mais également, il y a l'éolien qui est une opportunité, d'autant que beaucoup de nos États ont des littoraux. Donc, ils peuvent y investir en énergie éolienne qui ont l'avantage donc de préserver l'environnement et de réduire le stress qu'il y a sur l'environnement et les dégâts qui sont très importants, notamment pour les pays en développement comme les nôtres. Voilà la petite lucarne que je voulais ouvrir en rapport avec le thème pour verdir un peu les échanges remarquables et fabuleux. Je crois que Monsieur le Président, tout va se muer définitivement en conseiller stratégique pour ouvrir le chemin sur des opportunités. Monsieur Bimogo, vous avez d'autant plus raison que c'est par Monsieur Toum que la FOSUMAF a commencé à se verdir grâce au Marrakech Pledge. Absolument. À la COP22, en fait, le président Raphaël Tounkoué a pris conscience des défis qui s'offraient à nous. Il a donc signé cet engagement de développer les instruments financiers pour financer les échéances climatiques qui se présentent à nous. On a, comme le disait Monsieur Bimogo, on a ensuite eu en 2021 le guide, on a travaillé avec la Société financière internationale, un groupe de la Banque mondiale, pour mettre en place un guide d'émission d'obligations vertes. Obligations vertes, sociales, durables sur le marché financier, qui a été suivi heureusement par une opération d'un acteur du marché, Africa Bright, qui a accompagné le fonds, le FMPC à Libreville, enfin, s'il y en a parmi vous qui connaissez un peu Libreville, vous allez voir au niveau de... maritime du Champ Triomphal, FMCT. Le Fonds maritime du Champ Triomphal, FMCT, qui est une filiale du FGIS. Yes. Donc, c'est tout le bord de mer de Libreville qui est reconstruit et il a été reconstruit donc sous certification verte de la Banque mondiale. Et donc, en 2024, avec la modernisation de nos textes, comme M. Bimogo le disait, on a donc ces obligations vertes qui sont prévues dans notre règlement général et le guide qui a été également adopté par le Collège de la FOSUMAF en 2024. Donc voilà un peu l'ossature réglementaire
et l'histoire C'est parfait, Daniel. Je ne m'attendais pas moins de toi. Ça, ça veut dire que, oui, non, non, mais je reprenais la parole sans vraiment la solliciter, mais parce que j'ai aimé la fenêtre qui a été ouverte par M. Bimongo. L'idée ici étant effectivement de faire la promotion des produits verts, des projets et juste, juste une indication pour dire qu'en fait, si vous m'avez vu relativement insister sur la nécessité d'avoir vraiment des entreprises qui sont gérées de manière moderne, c'est parce que c'est là où le bas blesse, en fait. C'est là où notre véritable problème. Parce que les États doivent, enfin, la bourse de valeur, le financement de nos économies doit s'appuyer sur un tissu d'entreprises vraiment bien organisé. Sans quoi, euh, toute, toute la mécanique, toutes les possibilités que offre le marché financier aujourd'hui, ce sera effectivement des bons textes, mais des textes qui ne pourront pas véritablement servir. C'est pour ça que j'insistais sur le fait que euh, quand nous avons un projet, il faut aller vers des personnes, des conseillers stratégiques, des conseils comme M. Eugène. Il faut aller vers les sociétés de bourse, il faut aller vers les ingénieurs financiers qui, ils ont leur prix à vous donner, mais quand vous voulez l'excellence, vous devez payer cette excellence. En fait, j'ai repris cette parole-là pour montrer une société que nous avons, que j'ai écouté parler à Malabo. Je crois que c'est la régionale. Le monsieur, vraiment, quand il était venu à Malabo, il avait dit, j'ai souffert, mais à la fin, j'ai compris ce que c'est qu'une entreprise. C'est à ça qu'on doit aller. C'était un monsieur qui, je crois, qui est son président, directeur général. Au jour d'aujourd'hui, la régionale s'est transformée en banque. Et je dis que euh, c'est une banque qui est déjà dans un paysage. Mais quand un responsable fait l'exercice que ce monsieur a fait, à la fin, les résultats sont bien meilleurs. Même lorsqu'il touche ses dividendes, il sait que j'ai droit à ces dividendes-là. Il y a d'autres qui touchent des dividendes et qui ne savent même pas que ils ont l'impression que c'est venu directement du ciel. On travaille pour ça. Donc, je voulais donner cet exemple-là, que c'est vers cette voie qu'il faut aller. Il faut multiplier. Je sais que le travail des intermédiaires, des intermédiaires n'est pas du tout facile parce qu'il faut casser il faut casser les habitudes. Il faut aller voir des personnes qui sont intéressés à vous payer parce que vous leur donnez des conseils. Et donc, c'est effectivement le lieu de rappeler effectivement que la réglementation est restée ouverte. Elle donne la possibilité d'y mettre beaucoup d'options, mais en même temps, on a besoin de personnes qui s'intéressent aux conseillers parce que c'est les conseillers qui vous amènent à obtenir l'excellence. Et la bourse et le marché financier, c'est le marché de l'excellence. Vous n'y allez pas si vous n'êtes pas excellent, aussi bien à la compréhension de la formation des, de la formation de l'activité, des fonds propres. Vous y allez et vous devez vous ouvrir, vous devez être transparent, vous devez utiliser les méthodes les plus modernes pour gérer. Donc, c'était mon mot de fin, puisque nous sommes en train de préparer on est en train de préparer l'embarquement. Je suis désolé de ne pas pouvoir assister jusqu'au bout, mais en tout cas, je suis parti avec une réelle impression que la COJUMA est en train de faire du très bon travail en organisant ce genre de choses. Vous, vous saluerez Madame Adiaba au passage, je vais lui envoyer un message, dire que le président Tung est très content du travail qu'elle est en train de faire pour promouvoir le marché. Il faut continuer dans cette lancée. À la fin, vous lui dites simplement que son objectif, en tout cas c'est ce que j'attends d'elle, c'est qu'à la fin, on passe à 10 entreprises listées, au moins pendant son exercice. Là, on pourra sabler le champagne. OK, je vous remercie et je vous laisse continuer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci encore, Monsieur le Président. Mhm. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Bimogo, pour cette reprécision en ce qui concerne la finance verte. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des possibilités de financement via le marché financier des projets. Donc, au stade de projet, on ne demande pas que l'entreprise soit
constitué ou ait fait 2 années d'existence, les textes sont faits pour qu'il y ait des financements de projets dans voilà, dans l'industrie verte. Monsieur Bimogo, monsieur le directeur, est-ce que vous pouvez un peu nous préciser quelques grandes lignes ou bien quelques grands aspects de l'économie verte pour qu'on sache de quel type de projet on parle parce qu'on peut avoir en fait des personnes qui sont même déjà dans des projets verts existants, mais qui peut-être ne savent pas ce qu'on appelle projet vert. Est-ce qu'on peut avoir juste une reprécision de quelques minutes, qu'est-ce qu'on entend, quels sont les secteurs verts ou bien quels sont les types d'activités vertes? Alors, merci Madame le modérateur. C'est un aspect qui est effectivement dans la réglementation de la COSUMA, c'est pris en charge parce qu'il y a un rôle d'un tiers qui est en dehors de la COSUMA qu'on appelle un expert indépendant. Il faut venir certifier. Cet expert indépendant, on le voit sur certaines opérations. Il s'agit de la finance islamique. Il faut savoir que c'est le centre de gravité de la COSUMA que d'avoir les connaissances en droit islamique, en charia notamment. On le voit également en matière de financement participatif. Il faut un expert indépendant parce qu'on parle de plateforme au-delà du conseiller en investissement participatif qui s'agrée en tant que structure. Il y a également la plateforme qui doit être agréée par la COSUMAF et c'est une plateforme dématérialisée, donc informatique. Il faut une certification. Donc, également en matière de finances, de levée d'obligations, levée de fonds, une obligation verte, sociale et durable, il faut cet expert indépendant. Et il vient garantir effectivement que les fonds qui vont être levés vont être destinés soit à des projets existants ou à venir ayant un impact sociétal, c'est-à-dire qui changent la vie des gens, notamment des couches les plus défavorisées, et parce qu'il faut, après coup, ça, c'est la deuxième phase. Il faut une évaluation de cet impact-là. Ce n'est pas simplement un impact qui est promis, mais c'est un impact qui doit être évalué suivant des critères d'équipe PI. Ensuite, en ce qui concerne l'environnement, il faut que ce soit effectivement un projet qui change la donne en matière de préservation, mais également de protection et en termes de mitigation des impacts de l'activité humaine sur les gaz à effet de serre, sur la déforestation, sur le réchauffement climatique. Donc, tous ces éléments-là, j'ai identifié quelques niches qui peuvent être porteurs au regard des enjeux que nous connaissons aujourd'hui en matière d'énergie, l'énergie d'ailleurs qui est à la base de tout développement, l'industrialisation, la vie urbaine, la vie quotidienne, etc. Donc, il y a des possibilités des champs de cellules photovoltaïques pour l'énergie solaire. Il y a même des possibilités en termes d'innovation et ça correspond beaucoup à l'esprit disruptif de type start-up, des projets, parce qu'à chaque fois, ça revient comme une rengaine. On a l'impression que le marché financier n'est fait que pour les investisseurs qualifiés, que pour les États, les grandes structures qui ont un track record important, audité, capitalisé. Mais il faut se détromper avec la modernisation réglementaire qu'a connue le marché depuis le règlement ministériel de 2022 au règlement général de 2023 de la COSUMAF. Il y a des opportunités qu'il faut saisir au-delà même de ce que le règlement permet également à des entreprises sans track record de venir à la côte sur la base d'une évaluation d'un commissaire aux comptes. Notre règlement le permet. Une entreprise qui a 2 ans ou moins de 2 ans, qui n'a pas des états financiers certifiés, peut faire un appel public à l'épargne à condition d'être évalué par un commissaire aux comptes lui-même agréé par la COSUMAF. Donc, il y a beaucoup d'opportunités, peut-être sur lesquelles on ne communique pas beaucoup, qui donnent la flexibilité aux nouveaux acteurs, aux néo-acteurs du marché financier en recherche de financement, qu'il s'agisse des startups, qu'il s'agisse des ETI, les entreprises d'État intermédiaires, ou qu'il s'agit des PME qui doivent simplement avoir une ambition, une vision importante pour porter leur projet et susciter l'adhésion des investisseurs. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Donc, on retient que c'est des projets à fort impact environnemental et social et qu'il y a désormais des vérificateurs verts ou des certificateurs verts qui sont donc habilités à
à tester qu'un projet est vert. Nous arrivons presque au terme de notre webinaire, vu le temps qui est passé. Donc, on n'a pas pu adresser toutes les questions parce que le temps n'a pas permis, mais nous invitons les participants à reposer les questions sur le lien de l'événement, sur LinkedIn, ou les adresser directement, soit sur un Africa Forum ou sur le lien de la COSUMAF pour pouvoir obtenir réponse à leurs diverses préoccupations. Donc, sauf si un des panélistes aimerait rajouter un élément d'information, nous allons remettre la parole à One Africa Forum. Shaima, tu n'as pas ouvert ton micro. Parfait. Merci beaucoup, Patricia. Merci à tous nos panélistes qui ont partagé avec nous leurs avis sur ce sujet. Et merci aussi aux participants, à l'audience qui ont participé avec nous et qui ont interagi. La deuxième édition de la COSUMA Focus s'achève ici, aujourd'hui. Donc, je vous remercie énormément. On est déjà à la deuxième édition. Et je vous donne rendez-vous à la troisième édition qui va avoir lieu en janvier. Donc, on va vous communiquer les dates et les liens d'inscription toujours sur nos pages LinkedIn Africa Capital Markets Forum et la page LinkedIn de la COSUMAF. Donc, je vous invite à suivre cette page où vous allez trouver toutes les actualités. Comme Valérie a expliqué, toutes les questions qui n'étaient pas traitées vont être traitées dans les prochaines éditions. C'est notre objectif, je le rappelle toujours, c'est d'apporter des réponses à toutes vos questions. Donc, je vous donne rendez-vous en janvier. Je vous souhaite de belles fêtes, très bonne année et à la prochaine. Merci, Shaima. Merci, Shaima. Merci à tout le monde.